Le webinaire dure jusqu'à 16 heures. On a beaucoup de matière aujourd'hui, vous allez voir, c'est très intéressant, puisque l'enjeu qu'on traite aujourd'hui, c'est ces fameux 50% de produits durables et de qualité qui sont inscrits dans la loi Egalim et son décret d'application. Objectif 1er janvier 2022, on verra si c'est maintenu. Cependant, ces produits, certains on les connaît bien, ce sont des labels bien connus, d'autres on les connaît moins bien. Et la haute valeur environnementale, notamment en Bretagne, c'est un peu nouveau. Et les produits fermiers, si on les connaît en temps normal, ceux qui sont acceptés, reconnus par la loi Egalim, c'est pas tous. Donc on va faire intervenir aujourd'hui des personnes ressources pour comprendre, approfondir le sujet haute valeur environnementale et produits fermiers, et puis pour vous donner des premières pistes d'approvisionnement. Donc, le déroulé, ça va être 10 minutes d'intervention de chacun des intervenants et 5 minutes pendant lesquelles on va prendre vos questions par écrit dans le chat, s'il vous plaît, par écrit. Et on va échanger là-dessus pour y répondre. S'il y a des questions auxquelles on ne répond pas, comme il y a l'enregistrement, on pourra vous y répondre plus tard. Donc, on accueille aujourd'hui avec nous Didier Marois, qui est le chef de service économie des filières agricoles et agroalimentaires à la DRAF Bretagne. On accueille aussi Nathalie Sicolapierre, qui est auditrice et la référente technique de la certification environnementale au sein d'une entreprise qui fait cette certification qui s'appelle Calisud. Et puis, pour tout ce qui concerne les approvisionnements, on va avoir la coopérative Solaren, que vous connaissez peut-être, qui fait de la tomate notamment, mais aussi des fraises et des poivrons autour de Rennes. On aura Christophe Rousse, son président, et Sébastien Mallard, son directeur commercial. On va avoir la crèmerie d'Anassoise. Johan Liger, qui est à Mort de Bretagne, va nous parler un peu de ses produits qui sont bio, mais qui sont aussi fermiers avant tout. Et enfin, les œufs de Gwen. Erwan Etriard à Renac nous parlera aussi de ces œufs fermiers, et bio d'ailleurs, pour nous expliquer comment ça se passe et comment ils répondent à vos différents besoins en termes de produits, en termes de rigueur et en termes d'Egalim. Voilà, je vais céder la parole assez rapidement à Monsieur Marois. Il va pouvoir nous rappeler un peu plus la question qui se pose derrière la loi Egalim, c'est comment ça s'inscrit dans une alimentation durable et de qualité. Le label haute valeur environnementale et plus largement les produits certifiés environnementalement, et puis les produits fermiers. Donc, je propose de céder la parole à Monsieur Marois tout de suite et je vous renvoie sur le chat pour l'adresse de référence où tous les supports seront déposés sur le site Savourer la Bretagne. Monsieur Marois, je partage votre support de présentation tout de suite et je vous cède la parole. Bonjour. Je ne vois pas le support de présentation s'afficher. Mais... Ça arrive. Je récupère un droit de partage et ça vient tout de suite. Peut-être juste le temps que ça charge. J'ai commencé par la partie haute valeur environnementale et je viendrai sur la question des produits fermiers par la suite. Haute valeur environnementale, l'idée de ce label et de la démarche qui va avec, elle est de 2008, elle sort du Grenelle de l'environnement. Donc, il faut bien voir que là, on est fin 2020, on va regarder cette notion-là avec notre façon de voir et d'analyser de 2020, mais il faut se repositionner dans le contexte de 2008 pour bien saisir comment elle a pu être faite. Nicolas de Béthune, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner les droits d'organisateur? Je vais regarder ça, je vais faire ça tout de suite. C'est urgent.
si je suis... Je te vois pas. Vous ne me voyez pas. Alors ça, c'est nouveau. Hop, je viens de te donner les droits d'animateur. Ok, ça marche. Ça a dû arriver. Oui, ça y est. C'est bon, c'est parfait. On peut passer à la suivante. La démarche, c'est une certification des exploitations agricoles qui se traduit par 3 niveaux possibles. Si vous pouvez avancer. Ce n'est pas d'une clarté absolue. Là, c'est bon. Alors, première question qu'on peut se poser, ce que je vous disais tout à l'heure dans le contexte de 2008, pourquoi une certification environnementale? Il s'agissait à l'époque de faire connaître, là ça se déroule tout seul, les différentes démarches qu'il y avait, qui foisonnaient un peu à l'époque, et d'essayer de les unifier de façon à ce que ça soit plus clair, on va dire, pour le grand public. Donc, le dispositif de certification environnementale s'applique à tous les systèmes de production. Il concerne l'ensemble de l'exploitation et cette notion est particulièrement importante. Et du fait qu'il porte sur l'ensemble, il s'attache à tous les aspects. Donc, il traite de 4 domaines environnementaux, la question de la biodiversité, la stratégie phytosanitaire des exploitations, la gestion de la fertilisation et la gestion de la ressource en eau. Donc, pour obtenir cette certification, il y a 2 options qui sont possibles au niveau de l'exploitation. Donc là, on a les 3 niveaux que j'évoquais à l'instant. Le premier niveau, on peut passer très vite dessus. Il correspond au respect des normes environnementales et de l'ensemble des normes environnementales. Donc, en théorie, c'est le lot commun de toute exploitation agricole puisque tout le monde est censé respecter la loi. Le niveau 2 est un niveau qui sur un référentiel et qui définit un certain nombre de moyens à mettre en place pour arriver à faire que ce qui se passe sur l'exploitation agricole puisse caler avec le référentiel. Mais là, je pense qu'après, comme on n'a qu'à l'issue, ils seront en capacité de pouvoir vous expliquer davantage le détail de la démarche. Et le 3e niveau, alors 2e niveau, c'est un niveau qui correspond à une obligation de moyens, ce que je dis tout de suite. Le 3e niveau, lui, correspond à une obligation de résultat. Et ces résultats sont mesurés au travers d'indicateurs environnementaux. Donc les résultats sont mesurés de 2 manières. Donc il y a 2 façons d'obtenir cette certification. Donc une voie dite A et une voie dite B. Je pense que c'est à diapo d'après. Ça précise ce qu'il y avait dans le niveau 2, c'est ce que je viens de dire. Juste pour préciser que comme il s'agit d'une certification, il y a forcément l'intervention d'un organisme certificateur extérieur. On peut se présenter dans cette démarche-là à titre individuel et donc la certification est faite à l'exploitation et donc le certificateur intervient dans ce cadre-là. Il y a une 2e manière d'y parvenir qui est une façon d'opérer plus collective. Donc, ça peut être le cas par le biais d'une coopérative, par exemple, et je pense que c'est ce que Solaren exposera tout à l'heure. Et donc, là, les contrôles qui sont faits par l'organisme certificateur portent à la fois sur la démarche collective et sur les points qui sont mesurés par les techniciens du collectif qui gère les agriculteurs. Et le contrôle s'opère également au travers d'un échantillonnage qui est fait d'agriculteurs pour lesquels, là, le contrôle porte sur la totalité de ce qui peut être constaté sur l'exploitation. Donc, c'est les 2 façons d'accéder, soit individuelles, soit collectives. Vous pouvez rester sur la diapo juste avant. Les 2 voies pour y parvenir, il y a la voie dite A qui porte sur les 4 thématiques que l'on a vues tout à l'heure, biodiversité, phyto, azote, et sur la partie haut, et une 2e voie qui est la voie B.
Pour la thématique dite A, donc qui est la première option, au travers de chacune des thématiques, il y a un certain nombre de critères ou de points qui sont vérifiés par le certificateur. Je pense qu'il en parlera juste après moi. Et pour chacun de ces thèmes, il faut obtenir 10 points sur 30 possibles maximum. Par contre, en dessous de 10 points, c'est éliminatoire et donc ça écarte de la certification. Donc là, ça porte sur les cas différents. La voie B est plus globale. L'entrée se fait, on va dire, sur une vision peut-être un peu plus comptable de l'exploitation qu'environnementale, puisque la voie B porte sur des éléments de biodiversité. Donc, soit l'exploitation dans sa surface a plus de 50% de prairies par rapport à la totalité de la surface, soit elle a au moins 10% de sa surface qui sont des éléments favorables à la biodiversité. Et le deuxième critère dans ce cadre-là, c'est le fait que, c'est pour ça que je parlais d'entrée plus comptable, c'est le fait de respecter un critère qui est d'avoir, en termes donc de compta, moins de 30%, enfin, que les intrants de l'exploitation pèsent moins de 30% du chiffre d'affaires total de l'exploitation agricole. Donc c'est simplement ces deux critères qui constituent la deuxième voie pour se faire certifier. Donc j'ai parlé du rôle du certificateur, de l'aspect collectif individuel. Donc on ne parle de certification et de l'appellation haute valeur environnementale que quand on est sur le niveau 3. Donc quand vous avez le logo qui est apposé quelque part, c'est forcément que ça traduit un niveau 3. Donc il y a la mention exploitation haute valeur environnementale que l'exploitant peut afficher à l'entrée de son exploitation s'il le souhaite. Donc là, ça vous traduit ce qui est là. Et sur la diapo suivante, vous avez l'autre façon d'exploiter la qualification et le logo, qui est la mention issue d'une exploitation sous haute valeur environnementale. Et donc, ça permet ça de qualifier les produits qui peuvent rentrer dans des préparations. Et donc, le produit final, lui, ayant l'engagement d'avoir plus de 95% de sa composition qui soit issue de produits HVE. Voilà, donc retenez bien que la notion HVE en termes de label, c'est le niveau 3. En dessous, on ne peut pas prétendre à afficher le label de quelque manière que ce soit. Donc ça, c'était pour le volet HVE. Pour la mention produit fermier, ça sera la diapo d'après. Alors, autant HVE, c'est quelque chose d'un label national qui se traduit de la même façon, autant sur la mention de produits fermiers, on est amené à raisonner par filière. On n'a pas une appellation produit fermier transversale qui s'appliquerait à l'ensemble des filières. Donc, on ne trouve pas cette appellation-là forcément partout. Je vous explique pourquoi. En volaille de chair, par exemple, le terme de fermier est réservé, c'est-à-dire qu'il est défini dans un rang de la communauté européenne qui a été repris en 2001 dans le code rural en France, et il s'applique en fait globalement aux volailles qui sont élevées en plein air, soit sous label rouge, soit qui sont dans une AOC, soit qui sont en agriculture biologique. La seule exception, c'est pour les volailles qui sont produites sur une exploitation agricole de petite taille et dans une limite de 50 volailles par jour. Là, effectivement, il n'y a pas nécessité d'être adossé à un label. On a à peu près la même chose en production de viande bovine, voire porcine, où là, effectivement, la notion de produit fermier est adossée aussi à la question d'une labellisation autre, qui soit label rouge ou bio, par exemple. Quand on est dans le domaine fromage ou spécialité fermière, là, c'est un peu différent. Donc, réglementairement, on s'appuie sur un décret qui est du 27 avril 2007. Et donc, la notion de produit fermier, c'est un produit fabriqué selon des techniques traditionnelles par un producteur agricole et qui ne fait entrer donc dans la composition finale de ces produits que des choses qui sont produites sur l'exploitation. Donc, ça suppose l'appellation produit fermier que l'exploitant, enfin le producteur, ait une traçabilité complète des produits et que tout soit issu de la ferme sur laquelle c'est fait. Donc, pour les fromages, c'est le fait que ce soit l'éleveur qui l'élabore, que le lait vienne intégralement du troupeau qui est élevé sur l'exploitation, s'il y a un affinage, que l'affinage soit fait également sous la ferme. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'un signe d'identification de qualité ni d'origine.
Donc là, si c'est un produit fermier, il n'y a pas nécessité de mentionner l'appellation sur le produit en question. Voilà. Et donc après, je vous ai précisé un peu qu'est-ce qui peut être produit en termes d'étiquetage, pardon, sous les appellations fromager fermier, fromage de la ferme. Donc voilà sur la notion de mention de produits fermiers. Vous voyez que c'est quand même assez différent de la partie HVE. On m'avait également sollicité pour savoir si on pouvait faire un point sur où est-ce qu'on en était, si ce n'est en Ille-et-Vilaine, du moins en Bretagne, par rapport à la loi Egalim, sur la part des 50% dans la restauration collective. On n'est malheureusement pas en capacité de fournir des chiffres, puisque la loi prévoit des obligations, mais il n'y a pas d'outils, au moins dans l'immédiat du côté des services de l'État, pour collecter toutes les données, puisque en fait l'obligation ne porte qu'à partir de 2022. Donc on n'a pas de chiffres consolidés qu'on puisse vous présenter sur l'ensemble de la Bretagne. Puisque j'ai peut-être encore une petite minute, je voudrais revenir sur la notion de HVE pour signifier que c'est clairement une démarche de progrès. Donc on voit bien avec trois gradations, mais essentiellement deux en termes de reconnaissance, le niveau 2, le niveau 3. Par rapport aux réflexions que vous avez pu avoir, à quoi vous fait penser HVE, on est bien dans la durabilité puisque c'est un engagement qui est dans la durée. La certification, elle est renouvelée tous les 3 ans avec le passage de l'organisme certificateur. Et je pense qu'il faut qu'on la considère comme une démarche de progrès pour l'exploitation. La première fois où les gens entrent là-dedans, c'est l'occasion de s'évaluer par rapport à un référentiel, de mesurer les progrès qui sont à faire sur tel ou tel aspect, notamment quand on analyse ça au travers des 4 thématiques. Et ça ne peut, à mon sens, que appeler à des progrès ultérieurs, puisqu'effectivement, à partir du moment où on s'intéressait à ça, on peut après mettre l'accent sur tel ou tel aspect des 4 thématiques. Je pense que le Solaren nous dira que c'est vraisemblablement son cas tout à l'heure. Je souhaitais aussi vous illustrer 2-3 choses. Sur le niveau 2, par exemple, en Bretagne actuellement, il y a la charte environnement de la COPEAL qui est reconnue du niveau 2. Également, chez Triscalia, il y a, par le biais du label Agri-Confiance, pour la production de légumes, de conserve ou de légumes surgelés, le niveau 2 est également reconnu au travers de la norme NF V01-007. Enfin, autre point, dans le plan de relance dont vous avez entendu parler, sur son volet agricole, il y a, et c'est en discussion actuellement à l'Assemblée nationale, le fait que lorsque l'on est dans une démarche HVE, on puisse bénéficier d'un crédit d'impôt, à l'instar de ce qui se passe pour les exploitations qui sont certifiées en bio. Et c'est un point qu'en discussion ce jour à l'Assemblée nationale. Si vous suivez un peu l'actualité, vous avez peut-être vu que le sénateur du Morbihan, Joël Labbé, est intervenu pour dire que HVE, c'est pas tout à fait bio, et donc il n'est peut-être pas légitime qu'il y ait les mêmes économies d'impôts possibles pour les deux procédures. Voilà. Donc, Je pense que j'ai merci fait à peu beaucoup, près le Didier. tour sur l'aspect réglementaire. Merci beaucoup Didier. Je pense que vous allez avoir quelques questions. C'était très intéressant. Moi, ce que j'entends, c'est que pour une démarche de progrès, l'HVE serait en fait un bon moyen pour ceux qui achètent ces produits-là de se concentrer sur leur rôle, leur capacité à encourager des pratiques agricoles responsables. C'est ça? Oui, tout à fait, puisque c'est la démarche qui est mise en place en face. Enfin, je pense que tout à l'heure, au travers d'un exemple, ça sera sûrement plus clair et plus parlant, mais c'est tout à fait ça. Merci. Juste quelques chiffres peut-être, puisqu'il y a des chiffres qui ont été donnés, c'était le mois dernier, donc au mois de novembre, sur une situation au 1er en France. On a 8200 exploitations agricoles qui sont certifiées niveau 3, donc qui peuvent avoir le label HVE. Si on ramène ça à la Bretagne, c'est 140 sur les 8200. Et si on ramène ça sur l'Ille-et-Vilaine, puisque les participants sont plutôt d'Ille-et-Vilaine, c'est 30 exploitations agricoles seulement. Voilà.
Et si vous voulez avoir une idée en termes de filière, c'est quelque chose qui est beaucoup parti de la filière viticole. Et c'est toujours le cas quand on regarde les gens qui sont labellisés, puisque la Viti pèse pratiquement 6700 exploitations agricoles sur les 8200 qui sont labellisées. Le lait, par exemple, ce n'est que 27, la volaille 20 et la viande bovine 158. France entière. Alors, avant de passer aux questions, n'hésitez pas à il faut les écrire. Je suis désolée sur le chat. Nous en avons une première, mais je vais reprendre la main juste quelques minutes pour pouvoir vous montrer le nuage de mots, Monsieur Marois, ce que ça donne. Donc, par rapport à ce que vous venez nous présenter, donc les mots en caractères gras et qui sont plutôt au centre de la page sont donc ceux qui ont été proposés comme réponse à la question « À quoi cela vous fait-il penser ?» L'acronyme HVE, donc apparaît Egalim, mais apparaît également le mot environnement, environnemental, durable, apparaît un petit peu en dessous, si je vois bien, le label aussi, l'histoire du label. Et puis apparaissent les mots ensuite un peu plus loin, exploitation et nouveau label. C'est ce que moi je vois depuis le grand écran. Est-ce que ça amène à vous, Monsieur Marois, une pensée ou une réflexion? Et puis également, Oui, alors, je vous écoute. si, tout à fait. Durable, oui, c'est ce que je vous disais. Comme ça, c'est issu du Grenelle de l'environnement. À l'époque, le mot durable, c'était le mot très employé, plus qu'aujourd'hui peut-être. Nouveau label, pas vraiment, puisque je vous dis que ça existe depuis 2008, donc c'est une nouveauté toute relative. Que ça traduise des efforts environnementaux, ça c'est certain. Le lien avec Egalim, il est apparu il y a à peu près un an, pas jour pour jour, mais pas loin. Donc c'est logique que ce soit ça qui vienne en tête dans l'esprit des gens. Du reste, on peut remarquer qu'il y a une accélération des exploitations agricoles qui se font certifier depuis. Alors c'était un peu avant Egalim, mais ça s'est confirmé avec ça, puisque on a un développement beaucoup plus marqué, on va dire, depuis 2-3 ans. Je vous remercie, Monsieur Marois. Je vais reprendre juste la main pour les premières questions qui apparaissent sur le chat. Je vais essayer de les prendre une par une, sauf si elles sont redondantes. Et si on n'a pas tout le temps de traiter, nous les conservons pour les traiter dans un deuxième temps, ultérieurement, via le lien en ligne qu'on vous a précisé tout au début. Donc, la première question, c'est est-ce que le cahier des charges HVE existe-t-il dans toutes les filières, Monsieur Marois? Oui. Oui, je l'ai précisé du reste, je pense, pendant l'exposé. D'accord. Oui, il me semble que j'ai Parce entendu que que vous ce n'est avez pas un cahier cité. des charges par filière, hein, ça s'applique à tout type d'exploitation. D'accord. Est-ce qu'il existe des structures qui accompagnent la démarche HVE en Bretagne? Parmi celles-ci ont été citées la Chambre d'agriculture, les CIVAM ou autres. CIVAM, je ne sais pas s'ils font un accompagnement particulier. Il y a un certain nombre de coopératives qui sont parties dans cette démarche-là. Je parlais tout à l'heure de ce qui se passe à la Cooper, à Triscalia. C'est le cas pas mal dans la filière légumes. Je pense que ça peut se développer à endroits. Alors, ça peut correspondre soit à une démarche propre aux coopératives ou autres. Parfois, c'est aussi parce que ça correspond à une façon d'accéder à certains marchés. Je pense que les distributeurs qui sont toujours assez friands de cahier des charges pour se démarquer de leurs voisins sont plutôt demandeurs de ce genre de choses. Et effectivement, par rapport à toutes les questions autour des phytos notamment,
C'est un point d'accès important d'être certifié HVE pour pouvoir simplement être présent sur un certain nombre de marchés. Donc, j'ai une autre question porte sur les produits fermiers ce coup-ci. L'utilisation de la mention produit fermier est-elle soumise à un contrôle par un organisme certificateur? À ma connaissance, non en tant que tel. Par contre, ce que je vous disais, c'est qu'en volaille, par exemple, la notion de produit fermier, elle est très souvent adossée au fait que le poulet il soit bio par ailleurs ou label rouge. Et en fait, c'est cette labellisation bio ou label rouge qui l'emporte. Et quelque part, le produit dans ce cadre-là, il est fermier par nature, si je puis dire. Et donc, c'est plus forcément la mention fermier en tant que telle qui peut être contrôlée. Donc, il n'y a pas de contrôle par les organismes certificateurs. Par contre, il y a des contrôles de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui portent notamment sur le fait qu'on pourrait appeler des produits fermiers qui ne le seraient pas, auquel cas, effectivement, on s'expose à des sanctions. Merci. Une autre question, ou c'est plutôt peut-être une remarque. Il semblerait, d'après ce qu'on a cru comprendre, que c'est la filière viticole qui est particulièrement intéressée par ce label et non les autres, je lis texto la question, et non les autres filières qui seraient pourtant moins contraignantes que le bio. Je pense que ça voulait dire que, si je vais essayer d'interpréter la question, est-ce que les autres filières qui ne sont pas donc viticoles, pour l'instant, seraient un peu plus réticentes à aller dans cette démarche de cette certification environnementale qui serait peut-être quand même moins contraignante que le bio, selon vous, Alors, Monsieur Marois? moins contraignant, c'est quelque chose qui peut se discuter. Certains font valoir, par exemple, que quand on est bio, il n'y a aucun élément dans la certification qui a trait à la biodiversité ou au respect de la biodiversité, par exemple. D'accord. C'est un mode de production. Voilà. Après, d'autres vont dire, mais moi qui suis en bio, sur plein d'aspects environnementaux, j'ai des choses et des pratiques qui sont beaucoup plus poussées que quelqu'un qui peut être HVE. Ça peut être également vrai. Et peut-être c'est pas pour conclure sur ce point-là, mais il y a un certain nombre d'exploitations agricoles, notamment en vitis justement, qui sont à la fois bio et qui ont fait une démarche pour être reconnus en tant que HVE. Parce qu'effectivement, pour eux, c'est considéré comme complémentaire. D'accord. J'ai une dernière question pour cette partie de l'intervention. C'est où pourrions-nous trouver la liste de ces 30 agriculteurs certifiés en Ille-et-Vilaine? Donc, ça reprend 2 questions dans l'une, si je peux me permettre. Je sais qu'il y a le ministère de Alors ça, c'est l'Agriculture et la de question. l'Alimentation. Ok, c'est la question que j'espérais que vous ne me poseriez pas, Tant parce que je pis, n'ai pas la je réponse. suis désolée, Monsieur Marois. Non, en fait, non, mais c'est pas un problème. Puis elle est plus que légitime, parce que je me la suis moi-même posée. Les données auxquelles on peut avoir accès, elles sont en ligne sur le site du ministère de l'Agriculture, puisque c'est l'ensemble de la démarche est reconnu par le ministère de l'Agriculture. Mais on a des chiffres qui sont alors, soit par filière, soit on a une carte de France avec un nombre d'exploitations agricoles. Et je ne crois pas que pour l'instant on puisse avoir le détail. C'était en projet, ça fait au moins un an où moi j'en ai parlé aux gens du ministère pour qu'effectivement ça soit accessible. Donc par Alors, département, on n'a que les chiffres globaux. Je n'ai pas fait attention si pour l'instant on avait le détail. Alors, si je vais laisser Tristan prendre la parole. Il a peut-être à des particularités. Madame, je ne vais pas mordre sur l'intervention de Nathalie Lapierre, juste vous dire que je vous mets le lien tout de suite, voilà, dans le chat. Il y a en effet ce que dit Monsieur Marois, mais il y a un détail qui est donné sur ce site. D'accord. Alors il est peut-être récent parce que moi-même je suis allé dessus très Oui, c'est récemment. récent. C'est peut-être bien depuis que les chiffres de 2020 ont été communiqués, auquel cas ça daterait de mi-novembre. Voilà, donc ça facilite le contact et je me demande même s'il n'y a pas certaines coordonnées qui permettraient d'accéder justement au contact. Le coût de la certification HVE, je me permets, continuez avec vos questions, c'est intéressant. On va passer directement, je pense, à l'intervention de Nathalie Lapierre qui va pouvoir y répondre et traiter le sujet. Donc, je vous propose de partir sur la présentation de Madame Lapierre. Nathalie, vous êtes prête ?
Alors, le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Nathalie Lapierre, salariée de l'organisme certificat Calisud. Je vous remercie pour m'avoir invité. Il vous faut les droits. Très bien. Donc, je vais rapidement vous présenter mon entreprise et la certification environnementale, même si presque tout a été dit déjà. Donc, Calisud, c'est un organisme certificateur de contrôle et de certification. Nous avons 6 sites, un siège social est sur Toulouse, et nous avons 6 sites qui sont répartis plutôt dans le centre de la France, on va dire, et le sud. Et un bureau en Alsace. Nous avons des auditeurs qui sont dont la particularité est d'être répartis là où sont les contrôles à réaliser. Ce sont tous des salariés de Calisud. Et nous avons quelques personnes en Bretagne, Pays de Loire et Normandie. Diapo. Au niveau de notre structuration, nous sommes une association à but non lucratif. Nous avons plus de 120 adhérents qui sont les filières de producteurs et d'ateliers de transformation que nous suivons. L'objet de notre métier, c'est de réaliser du contrôle, de la certification sur les filières agricoles, agroalimentaires, la filière bois et forêt. Tout ça en ayant une organisation qui répond à des normes, la 17065 et la 17020, qui sont les normes qui encadrent ces schémas d'accréditation. Nous avons été créés, nos origines datent de 1965, avec la création du premier label rouge de France. Mais notre association actuelle est issue de la fusion successive d'associations qui existaient sur le territoire. Voilà, vous avez le nom de mes dirigeants. Marcel Saint-Cric, le président, François Luquet, mon directeur. Diapo suivante. Là, sur cette diapo, je vous ai fait une petite présentation de toutes les certifications qui sont faites par Calisud. La majorité des certifications que nous avons, ce sont des certifications qui concernent les AOC, les IGP, les labels rouges, sur beaucoup de filières. Nous suivons aujourd'hui 227 cahiers des charges, donc sur les filières viticoles, fromage, viande, fruits et légumes, oléicoles, d'autres produits non alimentaires comme le foin par exemple. Notre activité de certification bio est assez récente, mais elle se développe assez vite aujourd'hui au vu du mouvement général en France. Nous faisons également de la certification PEFC au marquage CE en filière bois. La certification Certifito pour les entreprises de conseil vente et d'achat de produits phyto, qui a une répercussion sur le développement actuel de l'HVE aussi. Et la certification environnementale des exploitations agricoles, dont vous avez les 2 logos au centre de la diapo. Donc, qu'est-ce que c'est que la certification environnementale? Alors, je vais redire 2-3 éléments, évidemment, de ce qui a été présenté. C'est en fait elle a pour objectif, de reconnaître les exploitations engagées dans des démarches particulièrement respectueuses de l'environnement. Diapo. Je vous ai récapitulé sur cette diapo, en fait, les dates importantes, sachant qu'avant 2010, il y avait, et avant 2008, lors des premières réflexions, il y avait l'agriculture raisonnée qui n'a pas été, en tout cas, qui n'est plus existante ou plus utilisée aujourd'hui. À l'époque, il a été réfléchi, la mise en place d'un dispositif qui permettait d'aider la production à aller vers des démarches d'agroécologie. Donc en 2011, il a été mis en place un dispositif réglementaire, il a été créé une organisation administrative de façon à pouvoir gérer ce dispositif. En 2014 est né le logo HVE, qui est le moyen de faire le lien entre la filière de production qui va faire tous les efforts pour aller vers l'agroécologie et le consommateur. 2017, les États généraux qui ont entraîné la création, l'édition de la loi Legalim. Il y a énormément de répercussions puisque beaucoup d'éléments de la loi Legalim vont contribuer au développement de l'HVE.
Le premier élément qui nous impacte beaucoup au niveau de Qualisud, c'est qu'au plus tard, au 1er janvier 2030, les signes officiels de la qualité devront intégrer dans leur cahier des charges des exigences environnementales. Et il se trouve que c'est l'HVE qui risque d'être les exigences environnementales. Et c'est pourquoi Qualisud, en 2018, a décidé de certifier la certification environnementale. Au 1er janvier 2022, une autre contrainte, c'est dans la restauration collective, en fait, la fourniture en matières premières devra comporter au moins 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits biologiques. Dans les produits durables, on entend le label rouge, les appellations d'origine, les indications géographiques protégées, les spécialités traditionnelles garanties, la certification environnementale dont l'HVE, la pêche durable et le RUP, qui n'est pas les régions, enfin, c'est les régions ultra-périphériques. Voilà. Un dernier point qui vient de la loi Legalim, c'est le fait que les exploitations agricoles demain devront s'engager sur un des trois axes que j'ai précisés là, c'est-à-dire où demain une exploitation sera en agriculture biologique, où elle sera en certification environnementale de niveau 3, donc le niveau qui est dit haute valeur environnementale, ou bien elles devront être suivies par un conseiller indépendant de la vente et de l'application des produits via un conseil stratégique. Donc, dans tous les cas de figure, les trois démarches sont des démarches de progrès pour aller vers une démarche d'agroécologie. La certification environnementale, c'est une démarche nationale, c'est une démarche volontaire, c'est une démarche qui est accessible à toutes les filières agricoles. Il y a quand même un petit bémol, sont exclus de ces démarches les cultures marines, excusez-moi, j'ai fait une faute, et l'agroforesterie. Ça, effectivement, ça doit concerner l'ensemble de l'exploitation et à contrario des labels ou des labels rouges, par exemple, qui vont s'intéresser à une production donnée, là, le focus est fait sur la totalité de ce qui fait l'exploitation, quelles que soient les cultures, quelles que soient les productions. C'est une démarche qui a été voulue progressive de façon à ce que tous les producteurs puissent rentrer dans la démarche et évoluer à leur rythme. Diapo. La certification environnementale, c'est le levier pour réussir la transition agroécologique à grande échelle. Diapo. Et la transition agroécologique a pour objectif pour les exploitations agricoles de demain d'avoir les objectifs suivants. Une rentabilité économique, un fonctionnement sobre et autonome, tout ça en s'appuyant sur les ressources propres à l'entreprise et en limitant la quantité d'intrants chimiques en particulier. Il y a aussi un objectif de respect des équilibres naturels en considérant la biodiversité comme un atout et en limitant le plus possible la fertilisation. L'objectif dans le détail de la certification environnementale, c'est le maintien de la biodiversité et pour cela, c'est identifier et protéger sur l'exploitation les zones les plus importantes pour le maintien de cette biodiversité. C'est raisonner au mieux la stratégie phytosanitaire pour n'utiliser que ce qu'il faut et mettre en place une lutte raisonnée de la protection des cultures, d'une part, et limiter tout ce qui est pollution possible. D'autre part, avec cette certification, on va optimiser la gestion de la fertilisation. Pour cela, on va raisonner au plus juste les apports de fertilisants de façon à utiliser ce qu'il faut pour la croissance de la plante et garantir les rendements et une qualité satisfaisante, mais par contre en limitant les fuites dans le milieu naturel. Et le dernier point, la gestion de la ressource en eau, eh bien, c'est donner ce qu'il faut à la plante par rapport à ce qu'il y a dans le sol d'une part et par rapport à ce dont la plante a besoin. Diapo. Alors là, je vous ai fait un petit graphique qui montre le schéma d'évolution, c'est-à-dire que c'est un dispositif en 3 étapes, niveau 1, niveau 2, niveau 3. L'objectif, c'est d'arriver aux objectifs que je viens de décrire. Le niveau 1, c'est un préalable obligatoire, c'est non certifiable, malgré qu'il y ait une vérification par des techniciens habilités.
mais ce ne sont pas des techniciens de l'organisme certificateur. Là, l'objectif, c'est de respecter la réglementation et la conditionnalité de la PAC. Le niveau 2 et le niveau 3 sont les niveaux certifiables. Le niveau 2, on va vérifier les moyens mis en place par l'exploitation par rapport à sa stratégie et par rapport à sa capacité d'analyse. L'objectif étant de mettre en place des outils pour que l'exploitant réfléchisse son exploitation pour arriver aux objectifs de maintien de la biodiversité, d'optimisation de la stratégie phyto et de la fertilisation et de l'eau. Enfin, le niveau 3, c'est l'atteinte d'objectifs de performance environnementale. Là, on va mesurer des données pour voir si l'exploitation a préservé la biodiversité, a optimisé l'utilisation de ses phytos, de sa fertilisation et de son eau. Seul ce niveau permettra d'utiliser les logos. Le premier logo, c'est haute valeur environnementale. Seules les exploitations certifiées sur le niveau 3 peuvent utiliser cette marque. Pour ce qui est du deuxième logo, issu d'une exploitation haute valeur environnementale, une entreprise de la filière, autre que l'exploitant agricole, pourra utiliser ce logo. Toutefois, il y aura nécessité de demander une autorisation à l'État. Et deuxièmement, il sera nécessaire que les produits transformés contiennent au minimum 95% de matières premières issues d'exploitations certifiées AGE. Deux voies d'accès pour la certification de niveau 3, l'option A ou l'option B. L'option A, c'est 4 indicateurs composites sur les thématiques que je vous ai déjà décrites, biodiversité, stratégie phyto, gestion de la fertilisation, gestion de l'irrigation. En biodiversité, par exemple, on va s'assurer qu'on a atteint un pourcentage donné d'infrastructures, de zones qui permettent de maintenir la biodiversité et développer cette biodiversité. Pour la stratégie phytosanitaire, on va, par exemple, on va avoir un indicateur sur les surfaces qui seront non traitées sur l'exploitation permettront de gagner des points. Là, l'objectif, c'est de gagner un certain nombre de points pour chacun des indicateurs, avec un minimum de 10 points pour chacune des thématiques, biodiversité, stratégie phyto, fertilisation ou irrigation. Si l'exploitant est en dessous de 10, il n'a pas la certification. S'il est au-dessus de 10, il obtiendra la certification, mais au-dessus de 10 pour tous les indicateurs. L'option B, ce sont 2 indicateurs globaux à respecter, un sur la biodiversité, un sur l'autonomie des exploitations. Qui dit exploitation autonome, dit exploitation durable. Sur la biodiversité, là, l'indicateur, ça sera de vérifier, comme pour l'option A, que l'exploitation a suffisamment de zones qui permettent de maintenir la biodiversité en place. Le deuxième indicateur, l'autonomie des exploitations, lui va s'intéresser au poids des intrants. Les intrants, c'est tout ce qui sera acheté, que ce soit les phytos, les fertilisants, l'achat de l'eau, l'achat d'énergie. Tous ces éléments seront comptabilisés, seront comparés au chiffre d'affaires. Et l'objectif, c'est que ce poids des intrants soit inférieur ou égal à 30%. Le dernier point, je vous ai extrait du site internet du gouvernement sur lequel il y a énormément d'informations. Le nombre d'exploitations certifiées en HVE par filière. Donc, en juillet 2020, il y en avait 8218. Pour illustrer la progression de ce dispositif, pour vous donner une idée, en juillet 2019, il y avait 1500 exploitations certifiées. Donc, on est sur une courbe asymptotique. Vous voyez également au travers des chiffres qui sont présentés là que les filières végétales sont les filières qui se sont le plus engagées, avec la viticulture en premier et les autres suivent loin derrière. Les filières animales se sont moins positionnées à la date d'aujourd'hui. Mais je pense que demain, elles se positionneront également sur ce dossier dans lequel elles ont totalement leur place. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Nathalie. Il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat, je pense. Moi, j'aurais une première question, c'est pourquoi il y a une telle différence en termes de nombre d'exploitations entre l'animal et le végétal?
Qu'est-ce qui contraint un peu pour l'animal? Je pense que, premièrement, il y a eu un engouement des filières végétales et en particulier de la viticulture sur ce dossier HVE. C'est la filière qui a certainement poussé à l'utilisation du logo HVE. Et il y a Ça, une c'est la raison? première. Il y a une raison? J'avoue que je ne la connais pas, mais il devait avoir la nécessité d'utiliser un logo supplémentaire pour se différencier et pour identifier les exploitations qui avaient de meilleures pratiques. Voilà. Merci. Après, le référentiel, j'ai l'impression que le référentiel est mieux compris. Quand on le regarde, on a un premier regard sur ce référentiel, les productions végétales se retrouvent dans le référentiel, alors que les productions animales ne voient pas où elles vont pouvoir gagner des points. Alors que c'est un référentiel qui, pour des exploitations en polyculture élevage, est totalement adapté, même pour toutes les autres d'ailleurs. Il est adapté à tous les types de production, mais les exigences s'intéressant à des critères liés au sol, c'est vrai que le lien avec l'animal n'est pas immédiat. C'est-à-dire que beaucoup d'exigences sont relatives à l'utilisation des phytos, à l'utilisation des fertilisants, à l'utilisation de l'eau, dont le but est de produire des plantes. Mais derrière des plantes, il y a souvent des animaux qui consomment ces plantes. Ouais, Il y a ce critère spécifique aux animaux et directement lié aux animaux, mais ils sont peu nombreux. Merci. D'autres questions, Sandrine, peut-être? Oui, on va reprendre la question qui a été posée tout à l'heure par Monsieur Bellemans sur quel est le coût d'une certification HVE pour une exploitation agricole? Alors, on vous a présenté auparavant les deux types de certification. Je n'en ai pas parlé là. C'est la certification individuelle et la certification collective. En certification individuelle, aujourd'hui en France, sans citer nos chiffres en particulier, mais on est entre 800 et 1000 euros. La certification pour un cycle de 3 ans. En certification collective, le coût ramené à l'exploitation peut changer en fonction du nombre d'exploitations qui sont concernées par le dispositif. Pourquoi? Parce que justement, alors je parle du coût externe, du coût organisme certificateur. Après, quand on cumule l'investissement de l'exploitation agricole, le coût des accompagnants de l'exploitation agricole et le coût du certificateur, il est certain que c'est au-dessus des chiffres que je vous donne là. Maintenant, ces référentiels-là vont nécessiter un petit peu de temps pour la préparation des indicateurs en particulier. Sur la première phase, avant l'audit initial, effectivement, il y a un petit peu de travail pour comprendre les indicateurs, pour les calculer ou pour mettre en place les outils. Quand on est sur le niveau 2, la mise en place des outils nécessaires nécessite du temps. Et donc ce coût-là, je ne le connais pas. Par contre, un schéma collectif, il est certain que le coût est dégonflé et minimisé. Très bien, je vous remercie beaucoup. Il n'y a a priori pas d'autres questions sur votre intervention, donc nous allons passer à la suivante. N'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse moi-même les reposer à chaque intervenant. Et s'il y a une autre question, mais qui était plus sur un intervenant précédent, c'est pas grave, hein. Vous pouvez tout de même les poster pour qu'on puisse pour y apporter une réponse dans l'après-midi. Je laisse la parole au prochain. Merci, à tout à l'heure. Donc, on va céder la parole maintenant aux producteurs et on va commencer par Solaren, donc en valeur environnementale. C'est commercial. Ah, j'entends des micros.
Alors, je lance le support et je vous redonne la parole. Alors. Est-ce que Christophe Rousse et Sébastien Mallard sont prêts? Oui, nous sommes prêts. Ok, Bonjour à tous. super. Bonjour. Alors, je vais partager. Partager. Je vous donne ça tout de suite. Est-ce que vous voyez bien votre support? On voit très bien, merci, super. Après vous. Bon, ben, je me présente, je suis Sébastien Mallard, je suis le directeur commercial de la coopérative Solarène. Et à côté de moi, donc j'ai Christophe Rousse, qui est notre président et qui est maraîcher. Bonjour à tous. Voilà, de la coopérative. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes une coopérative maraîchère basée au sud de Rennes, à même pas 10 km, qui a été fondée en 1948, donc qui a fêté ses 70 ans il y a 2 ans maintenant. Il y a dans cette coopérative, il y a une trentaine de maraîchers, il y a 30 maraîchers exactement. Nous faisons essentiellement de la tomate, un peu de fraises et aussi des mini poivrons. Nous faisons essentiellement, même exclusivement de la tomate, du maraîchage sous serre, en verre. Donc, tous nos maraîchers, comme vous le voyez sur la carte, sont basés autour du bassin rennais. On en a 2 dans le Finistère et 1 dans le Morbihan, et autrement, on est tous basés, dans le bassin. Et ça représente à peu près 500 emplois permanents et 30 000 tonnes de tomates faites annuellement. Nous distribuons essentiellement les grandes distributions, style Carrefour, Leclerc, Système U, Intermarché et j'en passe. Et aussi, donc ça représente 70% de notre chiffre d'affaires. Et le reste, les 28% en grossiste, on va dire, et 2% un peu à l'export. Voilà un peu pour ce qui est de la répartition de notre marché. Nous sommes le 4e intervenant au niveau national. Voilà. Voilà. Nous avons. Je vais laisser la parole à Christophe Rousse qui, lui, va pouvoir vous parler effectivement du HVE, d'où c'est parti, hein, exactement, parce qu'on ne s'est pas dit du jour au lendemain, tiens, on va adhérer, on va être certifié HVE. Ça vient de beaucoup plus loin. Donc, je vais laisser la parole à Christophe qui va vous expliquer un petit peu ce qui nous a amené à avoir la certification HVE. Oui, bonjour à tous. Je découvre ma photo en direct. C'est pas moi qui ai choisi de la mettre, donc voilà, je tenais à le dire quand même. Donc, on va passer très vite sur la première slide parce que voilà, mon parcours, moi, j'ai fait des études agricoles, voilà. Et j'ai commencé sur une petite surface de serre au sud de Rennes, puisqu'il y avait seulement 1,2 hectare de production de tomates et mes parents n'étaient pas du tout dans le milieu. Moi, je suis la première génération. J'ai commencé petit et aujourd'hui, j'ai 3,5 hectares de serre, toujours sur le même site. Moi, j'ai adhéré dès mon installation en 96 à la coopérative Solarène. Alors, pour ceux qui connaissent, à l'époque, ça s'appelait en Solarène, c'était le GMR. Les locaux, il reste des traces un petit peu taguées pour ceux qui connaissent sur Champy, rue des Loges. C'était déjà le 2e déplacement parce que la coopérative a été créée en 1948, quasiment dans le centre de Rennes. Donc, c'est vraiment une ancienne coopérative et les serres existent depuis les années 60 sur le bassin rennais. Donc, moi, j'ai été élu dans le conseil d'administration en 2007 et puis président depuis 2009 déjà. Donc, pour présenter un petit peu nos produits, parce que voilà, je pense que la démarche HVE, parce qu'on va y arriver, c'est une évolution et c'est peut-être plus facile en serre, en production végétale, en serre, en culture de plein champ, puisqu'on maîtrise un peu plus le climat.
Et donc, nous, on est quand même spécialisé un petit peu dans les tomates. On a 30 000 tonnes de tomates. Alors, on a toute la gamme de tomates, hein, vous voyez en photo. Hein. Il y a les petites en haut, et voilà, il y a la gamme toute tomate ancienne, un peu mélangée. Il y a les classiques qui sont en bas à droite. Et on fait également, donc, grosso modo, sur les tomates, c'est 70% de GMS, 28% de grossistes. Alors, c'est tout ce qui alimente la restauration hors domicile, hein, restaurant, collectivité locale. Et on fait un petit peu d'export. Donc, voilà pour la présentation. Il y a un petit peu aussi, on fait de la gariguette, de la fraise gariguette aussi, que je vois à l'écran. Donc, c'est essentiellement sur le marché rennais, on va dire du mois de février jusqu'au début juillet, quoi. Une fraise très gustative, qui est réservée au marché rennais. Et on fait aussi du mini poivron, hein. Donc, c'est du poivron, mais qui est très, très sucré. Donc, distribué en GMS, mais aussi chez les grossistes, hein. Donc, voilà, qui vous alimentent en restauration hors domicile. Donc, pourquoi c'est plus facile en serre d'accéder à HVE? On va dire pourquoi. Parce qu'évidemment, nous, la serre, c'est un milieu protégé. La pollinisation naturelle par les bourdons, c'est pas récent, hein, ça existe déjà depuis les années 90. Les cultures hors sol, c'est depuis les années 80. Hein. Et la protection biologique intégrée, c'est quand même, ça date d'il y a quasiment 30 ans, hein, début des années 90 également. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des produits de traitement phytosanitaire, on a réussi à cultiver des auxiliaires qui allaient parasiter justement les insectes prédateurs dont on ne voulait pas, du style la coccinelle qui mange le puceron. Aujourd'hui, toutes nos exploitations sont en protection biologique déjà depuis plus de 30 ans et en pollinisation par les bourdons. Début, je vois le recyclage des solutions nutritives et des déchets verts, donc ça a été une amélioration qui est arrivée début des années 2000 déjà. Voilà, continuité, et on verra que ça a une importance, le recyclage, tous ces éléments, puisque ça intervient dans la notation du HVE. Bon, les serres, de toute façon, la tomate, c'est une plante qui aime bien la chaleur, hein. De toute façon, c'est une plante originaire du Pérou, qui aime à peu près des températures de 20 degrés. Hein. Donc, elle se fait uniquement sous serre. Hein. Donc, quand vous la faites dans le jardin, c'est plus, les moyennes 24 heures sont largement plus basses. Moi, j'en mets un petit peu dans mon jardin, c'est plutôt mon père qui en fait. C'est les mêmes variétés que chez moi, mais bon, la croissance est beaucoup moins rapide. L'idéal, c'est 20 degrés, moyenne 24 heures, et à l'extérieur, on est plutôt à 12 degrés. Donc, les mêmes variétés, donc, voilà, adore la serre. On a commencé à réduire les consommations énergétiques, parce qu'en Bretagne, il faut quand même chauffer un petit peu. On y reviendra plus tard, parce que parfois, c'est polémique. Donc, la première idée dans les années 90-2000, c'était déjà de réduire la consommation énergétique. Donc, on a fait de l'isolation nocturne avec des écrans thermiques. On a des ordinateurs très performants qui régulent un petit peu au niveau informatique, et on a du stockage d'eau chaude avec des systèmes d'open buffer pour réduire notre consommation d'énergie. L'idée générale, c'est le kilowatt le moins cher, c'est le kilowatt que nous ne consommons pas. C'est notre première. Après, on s'est orienté vers des énergies un petit peu plus inépuisables et renouvelables. Donc, c'est vrai que l'avantage de la serre, on connaît l'effet de serre. Hein. De toute façon, dès qu'il y a un petit peu de soleil dans la journée, vous n'avez pas besoin d'énergie. Hein. Donc, un brin de soleil, vous passez, quand il fait même 10 degrés à l'extérieur, vous passez à 25 si vous fermez les carreaux. Mais par contre, la nuit, on a toujours besoin un peu de température. Donc, on a fait, depuis, on va dire, une dizaine d'années, la récupération de chaleur fatale, beaucoup sur de la cogénération avec des contrats avec EDF. Donc, c'est à peu près 60% de nos surfaces aujourd'hui. On a des exploitations aussi avec des nouvelles sources. Hein, vous voyez, la méthanisation du bois, de l'énergie fatale sur de l'incinération, sur des incinérateurs. Et on n'a plus que 20%, on va dire, des chaufferies qui sont en chaufferie classique. Comme souvent les serres sont décriées comme gourmandes en énergie, vous voyez que ça représente plus que quand même 20%. C'est souvent des exploitations à taille beaucoup plus modeste, des petites exploitations qui ne peuvent pas voilà, trouver des systèmes de chauffage qui coûtent un peu trop cher par rapport au dimensionnement de l'exploitation. Donc, pour en venir, voilà, on arrive au sujet. Donc, nous, on est certifié haute valeur environnementale. Donc, c'est vrai qu'avec toutes les démarches qu'on avait initiées avant, c'était plus facile. Bon, le précurseur du HVE, on va dire, c'était dans le vignoble, hein, depuis 2014. Nous, on a été les premiers en tomates en France à être certifiés HVE, donc en 2018. Donc, nous, on était dans la démarche, vous avez vu, assez vertueuse. En plus, on avait lancé
en même temps quasiment une démarche sans pesticides, puisque les serres sont cultivées en hors-sol, donc on ne pouvait pas avoir le label bio pour cette cause, puisque nous, on était avec des traitements naturels, hein, comme le même cahier des charges, même parfois même un peu plus sévère. À partir du moment où vous avez des insectes dans la serre, nous, on a des obligations quand même très sévères, c'est en obligation de moyens et de résultats, hein, donc avec des analyses, et je tiens à le dire, c'est quand même... Voilà. Mais on ne peut pas avoir le label AB, ça aurait été plus simple, donc nous, on a trouvé que c'était intéressant cette troisième voie, je l'appelle comme ça, la troisième voie, le HVE niveau 3. On s'est fait certifier nous directement au niveau 3, hein, donc ça a été assez rapide. Donc nous, je ne fais pas de publicité, hein, tout à l'heure j'ai entendu une question, nous c'est Certis qui l'a fait, voilà. C'était une démarche globale, donc l'ensemble, on avait souhaité que l'ensemble des producteurs y participent. C'était une démarche qui était initiée quand même par le gouvernement à l'origine, hein, qui était soutenue un petit peu par des ONG, parce que souvent on était décriés, on était... Je simplifie un peu le message, mais on l'entend malheureusement. Je pense que l'agriculture est plurielle, elle est complémentaire. Elle doit rassembler tout le monde et on entendait cette division, le conventionnel contre le bio. Nous, on a dit on ne peut pas être bio puisqu'on ne cultive pas en sol, donc on n'utilise pas de pesticides. Voilà, donc la troisième voie n'était pas souvent reconnue. Même aujourd'hui, on a, vous voyez sur nos logos, le sans pesticides. Alors voilà, c'est moins reconnu que le logo AB. Hein, le HVE, je pense qu'au niveau des consommateurs, c'est peut-être pas encore reconnu suffisamment, mais on voit qu'il se développe un petit peu, qu'il commence à avoir une reconnaissance. Le gouvernement avait souhaité le mettre en avant, les ONG, et nous, avec tous les critères qu'on avait de qualité, de produits sûrs, respectueux de l'environnement, c'était quand même beaucoup plus facile. Donc on s'est fait certifier en 2018, donc il y a eu un engouement quand même de certains distributeurs, hein, donc c'était vraiment il y a 2 ans au tout début. Donc 100% de nos producteurs. Voilà, donc on a été certifié sur la biodiversité. Ça a été assez simple pour nous. Alors, parfois où c'était problématique, c'était les exploitations qui n'avaient pas assez de foncier à côté, le manque de haies autour de l'exploitation. Mais comme on a de la biodiversité dans les serres, donc il y a des choses qui ont été intégrées. Alors, la protection des cultures, nous, ça a été très facile, parce que le deuxième critère, tout simplement parce qu'on est en lutte biologique partout. Donc là, on avait les notes maximum. La gestion de la fertilisation. Donc aujourd'hui, on est tous en système hors-sol. Donc l'avantage du système hors-sol, c'est qu'on recycle toute la solution nutritive, c'est-à-dire quand la plante a besoin de, on va dire, 80, on va dire, ou 100% d'eau, on va lui emporter un petit peu plus, 10%. Et les 10% qu'on en trouve, on les récupère. Il y a des formes de drainage dans les pins qui reviennent à la station et qui sont recyclés. On est dans des systèmes fermés où on ne perd pas une seule goutte d'eau, où on ne perd pas une seule goutte d'engrais. Tout ça, c'était un système... voilà, assez simple à mettre puisqu'il existe déjà plus de 10 ans chez nous, et la gestion des ressources en eau. Donc vous avez vu la carte au tout début avec l'implantation sur le bassin rennais. Les premières serres datent des années 60 et en général elles étaient situées à côté des rivières, hein, à côté de Lise ou beaucoup de la Sèche. Hein, quand vous faites le circuit des serres, vous partez d'Aman-Lys, il y en avait d'Aman-Lys à Novoitou, Noël-Châtillon, voilà, c'était toute la boucle Saint-Pierre-Blanc. Et l'arrosage se faisait avec l'eau des rivières dans les années 60, avec les toutes premières serres. Et depuis, les gens, alors soit on fait des forages après dans les années 80, et aujourd'hui, les gens, économie d'eau, tout le monde a ses réserves d'eau, on récupère l'eau de toiture qui assure quasiment 80-90% des besoins. Le bassin rennais, il y a à peu près 700 millilitres d'eau au mètre carré, et le besoin de la tomate est autour de 750. Donc on arrive quasiment, avec la récupération de puits des eaux de toiture de la serre, à s'autosuffire en ressources en eau. Donc nous, on s'est fait certifier très très rapidement, hein, sur tous les critères, donc même sur l'énergie, parce qu'on se disait peut-être sur l'énergie, donc il y a une reconnaissance de dire aujourd'hui, les serres chauffées, de toute façon, vous faites de l'électricité, donc voilà. Donc on a été reconnu. Aujourd'hui, c'est une démarche qui se développe, hein. Nous, on est depuis 2 ans. Alors certains distributeurs, moi je tiens à le dire, communiquaient beaucoup sur le HVE, moi je ne vais pas les nommer, mais bon, forcément dans les faits, au quotidien, dans les achats, ça ne se retrouvait pas. Hein. S'il y avait du HVE, mais bon, s'il n'était pas HVE et moins cher, on préférait encore celui qui était moins cher, hein, c'est encore souvent la tendance. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une obligation réglementaire, hein, de faire 50% de durable. Donc on a la chance d'être dans cette certification, donc je pense que voilà, c'est une reconnaissance d'une troisième voie. Nous, on est niveau 3, donc on peut le mettre sur nos emballages.
Et on le met. Et on le met. Alors après, nous, on est certifié sur tous nos produits et tous nos producteurs, 100%. Après, c'est vrai, quand vous vendez du vrac, vous ne pouvez pas le mettre. Quand vous faites des petites barquettes, ce qu'on appelle style UVC, donc on peut le mettre après sur des cartons. Voilà, quand c'est la vente au vrac, c'est peut-être un petit peu moins visible. Voilà. Et aujourd'hui, bon, on sent quand même une aspiration de l'enseigne. Alors certains grossistes aussi, parce que c'est une obligation réglementaire. Voilà, qui aspirent, hein, parce que on verra après le risque, c'est peut-être si on n'applique pas la loi, les 50% de durable, les gens ils s'inquiètent des sanctions beaucoup. Hein, nos acheteurs, c'est pour ça On va proposer que les intervenants répondent aux questions dans le chat. D'accord. Ok. Bon, bah moi, comme on a pris un peu de retard, j'ai peut-être été un petit peu long parce que je c'est tout. Voilà, de façon très générale, voilà ce que je peux te dire sur le HVE. Je pense que c'est une démarche. Bon. Merci beaucoup. C'est quand même très vertueuse, voilà, il faut l'initier. Moi, je pense que c'est une reconnaissance aujourd'hui. C'est toujours intéressant. Je vous remercie beaucoup. On est bon sur le timing. Je propose, comme il n'y a pas tant que ça de questions, donc on a l'air d'être très clair, les ressources seront mises en ligne sur le lien que je vous ai déjà mis dans le chat. Et dans le même chat, je propose que les intervenants qui sont déjà passés, donc Didier Marois, Nathalie Lapierre, Christophe Rousse et Sébastien Mallard d'abord, et puis nos deux autres intervenants qui arrivent, répondent aux quelques questions, aux rares questions qui ont déjà été posées. Par exemple, Nathalie, est-ce que vous pourriez répondre à la fréquence d'audit? Est-ce que c'est tous les 3 ans? Est-ce que c'est tous les ans? Et puis Christophe et Sébastien, pourriez-vous rappeler ce qu'est la chaleur fatale? Donc on va le faire par écrit et on donne la parole à Johan Linger de la crèmerie d'Annassoise sur les produits fermiers bio chez eux, mais qui sont nature fermière. Merci encore. Merci bien. Johan, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Ok. Alors, bonjour. Je vais partager mon PowerPoint. Alors, on va arrêter ça. Voilà. Et on va partager du contenu. Hop là. Voilà. Et on va partager ce qui concerne la crèmerie d'Annassoise. Donc 10 minutes et puis écoutez, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Donc du coup, je vais juste présenter un petit peu l'exploitation. Donc je suis installé avec mon épouse en fait sur notre ferme, une ferme familiale. Voilà, donc nous sommes en agriculture biologique, en élevage laitier. Du coup, on a donc 75 vaches laitières sur 100 hectares. Voilà. Sur notre exploitation, donc, nous avons démarré la transformation de produits laitiers en 2014. Donc, c'est Anne Soisic qui s'est installée, mon épouse, avec moi en 2014. Et donc, aujourd'hui, nous avons 9 salariés sur l'exploitation. Voilà, on élabore donc nos produits avec le lait de nos vaches sur la ferme, directement sur la ferme. Voilà. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, on vend donc nos produits en restauration collective pour une part de 40% à peu près. Et puis, le reste donc est vendu dans les épiceries, la GMS et tout ça autour de la ferme. Voilà. Le but, c'est de vendre en local, en fait, autour de notre ferme. Donc, voilà. La photo est très explicite. Voilà, je suis éleveur bio, donc c'est mon épouse, Anne Soisic. Je transforme sur ma ferme et je livre mes produits. Voilà, tout est fait en économie circulaire. Voilà, du champ à la restauration collective. Voilà, donc quelques photos. Donc, voilà, donc nous sommes sur un système herbagé. Voilà, on a sur les 100 hectares, on a 80 hectares d'herbe. Donc voilà, donc un système très pâturant. Voilà, avec voilà, donc on traîne nos vaches le matin, le soir, et puis toute l'équipe, voilà, que vous pouvez voir ici, qui
tous nos collaborateurs, voilà, pour la transformation de nos produits, donc qui sont à la yaourterie. Voilà. Donc je vais vous faire un petit focus en fait sur le fromage blanc. Hein, voilà. Donc le fromage blanc, voilà comment c'est fait. Nous prenons le lait de la traite. Voilà. On ensemence en fait notre lait. On ensemence. Enfin, d'abord il y a une pasteurisation. Donc dans un pasteurisateur que vous voyez ici, une pasteurisation douce. Voilà. Ensuite, on ensemence notre lait à 21 degrés. Voilà. Et on y ajoute la présure. Voilà. Ensuite, le lendemain, le cahier est mis à égoutter en fait dans des sacs d'égouttage, comme vous voyez sur la photo. Voilà. C'est un égouttage très lent. Voilà. Et puis, le fromage blanc demande pas mal de travail et de manutention. Faut le dire, comment les poches que vous voyez ici donc pèsent à peu près 25 kg chacune, et donc il faut les soulever. Enfin voilà, ça demande beaucoup plus de travail que le yaourt. Donc nos produits en fait, on fait à la ferme du yaourt, des crèmes dessert, toute une gamme de crèmes dessert et du fromage blanc. Voilà. Donc au niveau de la restauration collective, on vend en pot individuel, en pot de 125 grammes, 100 grammes. Et également en vrac. Donc aussi, je tiens à signaler que de plus en plus, le vrac est une bonne solution pour nos cuisiniers, pour réduire les coûts, en fait, portionner en fait en fonction des convives le produit. Voilà, donc effectivement, en fonction si c'est une petite école ou un lycée ou un lycéen, voilà, on va pas forcément mettre le même grammage. Voilà. Et aussi, ça aussi au niveau environnemental aussi, c'est au niveau de du coup les seaux sont récupérés, et du coup voilà moins d'impact voilà au niveau des déchets. Voilà ce que je peux dire. Autrement, les seaux sont récupérés. Vous les récupérez et vous en faites quoi? Alors, on les récupère. Alors, soit on les récupère, soit autrement, ils sont recyclables. Parce qu'en fait, tous nos seaux sont en monomatière. Donc, du coup, ils sont recyclables dans les bacs jaunes. Voilà. Mais effectivement, il arrive régulièrement. Voilà. Quand les seaux sont relavés en cuisine, bien propres, nous, on les récupère bien propres. Nous, on les relave dans notre lave-batterie, en fait, à chaque fois à la ferme. Et voilà, ça permet de les, pendant une fois ou deux, hop, de les remettre dans la boucle. Voilà. Voilà. Donc, autrement, ce que je vous souhaite dire, en fait, c'est qu'on ouvre nos portes au public, aux consommateurs. Donc, ça, c'est très important pour nous, pour être vraiment transparent. Du coup, tous les premiers mercredis de chaque mois, sauf là en ce moment à cause du Covid, comme vous le savez tous, on invite en fait tout le monde, enfin tout le grand public à venir visiter notre ferme. Donc on passe un temps avec eux pour expliquer voilà tout ce que l'on fait. Voilà. Et nous ouvrons également de temps à autre, on organise des visites spéciales pour les cuisiniers et leurs équipes. Ça permet de voir voilà d'où vient le produit, comment il est fait. Voilà. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Johan. Alors oui, j'ai une question technique pour vous, Johan. C'est oui. Qu'est-ce que le lait non homogénéisé qui rentre dans vos produits? Voilà, donc le lait non homogénéisé. En fait, nous, en fait, on n'écrème pas du tout notre lait. D'accord? Donc, c'est vraiment le lait sorti du pied de nos vaches. Voilà. Le lait, il n'est pas standardisé, contrairement aux produits industriels. Et en fait, quand un industriel, en fait, il écrème tout le lait dès que ça rentre en laiterie. Ensuite, ce lait-là, il est standardisé, c'est-à-dire qu'ils vont remettre de la crème et ils vont homogénéiser le lait, c'est-à-dire que le lait, il va passer, la crème, elle va passer dans un filtre et qui va exploser la matière grasse dans le lait. Ce qui fait que
la matière grasse que vous avez, elle est toute fine dans les yaourts et du coup, le yaourt est plus blanc. Voilà. Et vous n'avez pas la petite couche de crème qu'on a sur un yaourt typiquement fermier. Voilà. Johan, on nous demande si vous pouvez vendre directement au collectif ou si vous passez par un distributeur. Non, alors nous, on vend aux restaurations collectives. Donc, on fait partie d'une association qui s'appelle Manger Bio 35. Voilà, c'est un groupement de producteurs. Manger Bio 35, c'est une plateforme qui a été créée pour faire le lien entre les cuisiniers et les exploitants. Donc voilà, l'idée, c'est comment le cuisinier, s'il veut acheter des légumes, du pain, tout ce qu'il peut avoir autour de lui, au lieu de passer 10 coups de fil, il n'en passe qu'un. Donc voilà, et donc comment via Manger Bio 35. Et autrement, donc aussi, toute la partie, ça fait toute la partie administrative, donc la partie facturation. Et voilà. Qui livre donc les livraisons sont réalisées par les exploitants. Donc nous, en ce qui nous concerne, on livre tous nos produits directement dans les cuisines. Vous allez loin? Non, notre rayon d'action est à peu près à 50 km à la ronde autour de notre ferme. Merci. Voilà. Et j'ai pas d'autres questions sur le chat qui vous concerne, Johan. Donc je vous remercie. Puis on va passer au dernier témoin qui, lui, va nous parler d'une autre production. Si j'ai bien toujours le programme en tête, Tristan, c'est donc on passe aux œufs. Voilà, à tout à l'heure. Tout à fait, les œufs avec Erwan et Triard à Renac. Erwan, est-ce que tu es prêt? Vous m'entendez? Ouais, alors. C'est bon? Allô, allô. Oui, on t'entend, Erwan. Oui, monsieur, on vous entend. D'accord, je ne sais pas si vous me voyez du coup. Pas encore, mais il faut que vous activez que vous démarrez votre vidéo. Je l'ai activé théoriquement. Ça va pas tarder, je pense. C'est juste le partage d'écran, c'est le changement des diapos pour nous c'est la petite manip qui est un petit peu plus, pas forcément complexe, mais qui prend un petit peu plus de temps cet après-midi. Ça va pas tarder à arriver. Pour la vidéo, il semblerait qu'il y ait un petit souci de débit. Ah. Ouais. Pourtant, je suis bien en 4G. Je vais commencer autrement, si ça arrive au fur et à mesure. Ouais. Erwan, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Donc Erwan Triard. Donc moi, en fait, nous, on est basé. Donc, je suis associé avec ma soeur déjà pour commencer. Je vais vous décrire un peu l'exploitation. Donc, on est basé à Renac. Donc, on est à peu près à 35-40 km au sud de Rennes. Donc, en fait, c'est une exploitation où on a deux types de production. On a une production de vaches allaitantes et une production d'œufs, donc de poules pondeuses, donc d'œufs. Donc, on a notre propre marque, donc qui sont les œufs de Gwen. Donc, la particularité de l'exploitation, en fait, c'est qu'elle est coupée en deux. Il y a une partie, donc, comme je disais, vache allaitante qui, elle, est en conventionnel. S'occuper plus de la partie poule pondeuse. Donc, la poule pondeuse, en fait, donc tout est fait chez nous, c'est-à-dire que de la ponte à l'emballage. Donc, on a notre propre centre de conditionnement sur l'exploitation. Le cheptel de poules, c'est 4000 poules pondeuses. Donc, je faisais notre propre centre de conditionnement avec une machine qui calibre les œufs et qui les met en boîte. Donc, pour nous aider sur cette exploitation, on a 2 salariés. Donc, une qui est exclusivement sur la partie œuf et l'autre donc sur la partie bovin. Donc, voilà, donc les conditionnements, on va dire, se pratiquent en fonction de notre clientèle. Aujourd'hui, on a 3 types de clientèle. On a la clientèle, la clientèle, la GMS et une clientèle de collectivité. Donc, la collectivité, on travaille plus sur un format en alvéole. Donc, en fait, l'alvéole, c'est les alvéoles de 30 œufs.
vendus sous 180 œufs, donc 6 alvéoles de 30 œufs. Après, pour la GMS, on travaille en format de 10 et en format de 6 œufs. Donc là, c'est pareil, tout est réalisé par nos soins, donc c'est-à-dire que de la prise de commande jusqu'à la livraison. Et depuis peu, on adhère tout comme à la ferme d'Ansoise, en fait, à Manger Bio 35. Bon là, je ne vais pas répéter la façon de travailler parce que le prédécesseur l'a très bien fait. Donc voilà, voilà un petit peu le profil de l'exploitation. Et tu livres alors? Alors nous, en fait, on livre sur un rayon de 110 km autour de l'exploitation. Donc c'est-à-dire qu'on livre dans le 44, parce que nous on est limitrophe 44, et dans le 35. Donc essentiellement sur le 35, on travaille essentiellement avec une référence de magasin et dans le 44 une autre. Et du CHR essentiellement dans le 35 et de la collectivité essentiellement dans le 35. Donc CHR, café, hôtel, restaurant? C'est ça. Donc en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais oui, c'est ça. Café, hôtellerie, restauration. Allô? On t'entend, Erwan. On t'entend. Ouais, bon. Donc voilà, voilà un peu le profil de l'exploitation. Ok. Donc voilà. Il y a un numéro d'agrément. Comment ça se passe quand on est un producteur fermier avec seulement 4000 poules et qu'on doit avoir un agrément pour conditionner? Parce que c'est un produit fragile, sensible. Alors l'œuf entre guillemets, c'est pas forcément un produit très sensible, mais c'est un produit qui nécessite certaines précautions quand même. Donc c'est-à-dire qu'on doit toujours rester sur une certaine amplitude de température. Donc notamment l'œuf, c'est pas à moins de 6 degrés et pas à plus de 18 degrés. Donc on a un centre de conditionnement agréé, climatisé, donc avec un numéro d'agrément délivré par la... Je ne vais pas trouver le nom des services vétérinaires. Donc ce numéro d'agrément est systématiquement retranscrit sur nos boîtes. Et quand on livre du vrac, on a systématiquement une traçabilité qui retranscrit notre numéro d'agrément, le jour de ponte et la DLC, donc la date limitation de consommation. Et comme nous, sur l'exploitation, on a 2 lots, donc systématiquement, chaque lot, sur chaque œuf, de la provenance du lot, bien évidemment, est tamponné. Donc si c'est le lot 1, on va trouver 0,1, et si c'est le 2, on va trouver 0,2, de façon à ce qu'il y ait une traçabilité optimum. S'il y a un souci sur un lot, on le sait tout de suite. D'où vient l'œuf, quand il a été pondu, et sur quel lot. Et donc, vous êtes les seuls dans le département à travailler comme ça? Non, on est quelques-uns. Alors, vous dire le nombre d'exploitations, j'en serais incapable. Mais je sais qu'on est au moins 4 ou 5 producteurs parce qu'entre nous, on s'échange des informations et on travaille plus ou moins main dans la main, quoi. On n'est pas concurrents comme peuvent l'être des grosses coopératives. Nous, on est plus, on se fédère plus justement de façon à pouvoir rayonner le plus facilement et avec une optimisation de nos tournées. Parce que comme c'est nous qui produisons et c'est nous aussi qui livrons, donc si on peut optimiser nos livraisons autour de l'exploitation, c'est quand même beaucoup plus simple. Et toujours avec un souci de proximité de produit et de cohérence par rapport à notre métier de base, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Erwan, s'il vous plaît? Oui, nous en avons une qui concerne pour Erwan, c'est l'utilisation des œufs coquilles en restauration collective. On nous demande si c'est pas compliqué. Et je pense que derrière cela, il doit y avoir la question de l'hygiène au sujet des œufs coquilles. Est-ce que vous pouvez apporter une réponse, Erwan? Alors je vais essayer, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Nous, les collectivités qu'on livre souvent, c'est pour faire du gâteau. Les 3/4 des collectivités, c'est ça. Et c'est vrai que c'est très compliqué de travailler l'œuf par rapport déjà aux bactéries qui peuvent s'en dégager. Et il y a surtout beaucoup de cuisines, en fait, beaucoup d'écoles, en fait, qui font appel à des cuisines centrales, mais pas forcément des lieux de cuisson sur le lieu, en fait, sur l'école. Et c'est vrai que c'est compliqué de travailler l'œuf, effectivement. Ouais, c'est pas simple. Mais aujourd'hui, on y arrive de plus en plus parce que les cuisines veulent de plus en plus retravailler, de plus en plus cuisiner. Et c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, on est quand même assez souvent sollicité justement pour réapprovisionner les cuisines centrales. Nous, on travaille notamment avec 2 ou 3 cuisines centrales autour de chez nous. Ça fonctionne très bien, quoi. Mais alors, ça reboucle avec une question, Erwan. Quelqu'un demande, est-ce que vous faites des ovoproduits, de la coule d'œuf ou des choses comme ça? Non,
Non, non, nous on fait strict. En fait, ce qui se passe, c'est que nous on travaille qu'avec de l'œuf frais, on fait aucun nouveau produit. Alors les débuts de ponte, ce qu'on appelle nous les débuts de ponte, c'est des œufs qui font moins de 53 grammes, parce qu'en fait chaque calibre a son grammage. Moins de 53 grammes, c'est des œufs pour nous qui sont difficilement valorisables et difficilement vendables. Donc en fait, on les coûte le sou. On vous a pas entendu, Erwan. Eh bien, en aucun cas, on fait de nouveaux produits. Nous, c'est-à-dire que les produits qui partent, les produits à moins de 53 grammes partent en casserie, mais il n'y a pas du tout de nouveaux produits faits sur l'exploitation. Nous, on fait juste du calibrage de 2 œufs et on revend un œuf entier, si on veut dire. Nous avons une dernière question, parce qu'il est déjà un petit peu plus de 16 heures et nous voudrions conclure, qui concerne pour vous également, je pensais à Rouen, même si, oui, ça concerne aussi un petit peu la ferme de Anna Swazik, mais ils ont répondu. Est-ce que vous, Erwan, vous organisez des visites sur votre ferme publique, scolaire ou de professionnels? Alors, on a fait déjà 2 visites scolaires. Sur la partie œufs, c'est très compliqué, notamment sur la biosécurité, parce qu'on on a quand même un cahier des charges à respecter assez draconien. C'est-à-dire que aujourd'hui, personne ne rentre dans le centre de conditionnement, sauf les personnes qui sont agréées. Et la volaille, c'est pareil, on s'en approche pas trop près, parce que ça peut véhiculer des microbes qui peuvent être très compliqués à gérer après. Surtout qu'en plus on est en bio, donc au niveau antibiotique, on n'a aucune solution à ce niveau-là, quoi. Donc en fait, comme là notamment, on est sur un plan grippe aviaire, donc toutes nos poules sont ramassées. Donc on a un bâtiment qui est prévu pour. Donc en fait, les visites sur la partie bovine, c'est pas du tout un problème, on le fait. Par contre, les visites sur la partie volaille, c'est très compliqué. Oui, vous avez raison, avec la grippe aviaire, etc. Exact. Merci de me le rappeler, parce que maintenant que vous l'avez dit, ça m'a ramené en mémoire les faits, mais j'avais oublié. Je vous remercie beaucoup pour ces précisions. Il y a quelques intervenants qui ont répondu directement donc aux questions dans le chat. J'ai copié vos questions, donc celles qui n'ont pas eu de réponse, nous allons tâcher de le faire dans un second temps et de mettre donc ceci en ligne dans le lien qu'on va vous faire parvenir. Donc, on arrive au terme du webinaire. Toutes les informations et les diaporamas et donc l'enregistrement, puisque cet après-midi a été enregistré, vous le retrouverez sur le lien et sur le réseau de la Chambre d'agriculture. Donc, Tristan vous l'a transmis en début, mais peut-être qu'il peut le refaire une deuxième fois ou une dernière fois. Dans tous les cas, me concernant, je vous renverrai par mail le lien également, comme ça, si jamais vous l'aviez perdu entre-temps. Ceux et celles qui souhaitent avoir un échange, j'allais dire, bilatéral avec les intervenants qui ont témoigné cet après-midi, vous pouvez également laisser votre nom et votre adresse mail via le chat. Et à ce moment-là, on transmettra vos noms, coordonnées, mail aux intervenants que vous souhaitez contacter pour plus d'informations. Et puis, pour vous dire également que nous prévoyons encore deux webinaires sur la thématique Egalim au sens large. Le prochain aura lieu le jeudi 11 février. La thématique n'est pas encore complètement, j'allais dire, stabilisée. Il faut qu'on voit ça avec la Chambre d'agriculture et le département, qu'on se mette d'accord, parce que nous avons plusieurs sujets à proposer, donc il faut qu'on choisisse, pour être honnête.